Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray, notre nouveau rendez-vous chaque week-end avec vous, Michel Onfray. Bonjour Michel. Bonjour. Très heureuse de pouvoir échanger régulièrement avec vous, de pouvoir éventuellement ferrailler, parce que nous ne sommes pas d'accord sur tout, loin s'en faut. Vous êtes docteur en philosophie, écrivain prolixe, plus de 150 livres, c'est ça ? Dont La Nef des Fous 4, qui vient de sortir aux éditions Bouquins Essais. Vous êtes surtout un libre penseur et on aime la liberté d'expression sur CNews. Nous allons essayer donc chaque semaine, si vous le voulez bien, avec vous de prendre de la hauteur sur l'actualité, d'analyser les mouvements qui traversent notre société. On va parler aujourd'hui, par exemple, Michel, de la colère paysanne. Qu'est-ce que cette gronde profonde de nos agriculteurs recouvre exactement pour vous, sur le plan sociétal, historique et philosophique ? On va parler aussi de la grande peur des Français face au spectre d'un conflit, d'une guerre mondialisée, à la lueur des propos d'Emmanuel Macron, n'excluant pas d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, et de la réponse glaçante de Vladimir Poutine, nous menaçant d'une destruction de la civilisation. Quel est le sens de la guerre ? Quelle est la figure de l'ennemi ? Que pèsent nos démocraties face au régime autoritaire ? Et puis nous évoquerons aussi cette époque du trouble amoureux que nous vivons, avec d'un côté la parole des femmes qui se libèrent, notamment dans le cinéma français, mais aussi le nouvel ordre qui se met en place sur le terrain, justement, de ces rapports amoureux. Voilà pour le programme aujourd'hui. On va commencer, Michel Onfray, par ce premier thème incontournable, la colère paysanne qui continue de sourdre, alors que le salon de l'agriculture se poursuit avec son défilé incessant d'hommes et de femmes politiques, puisque évidemment ils sont en campagne pour les élections européennes. Vous avez été choqué, je crois, de la façon dont les agriculteurs ont été traités depuis le début de leur révolte, de leur colère, il y a quelques semaines. Oui, parce que la paysannerie, je dirais, c'est la France sans Paris. C'est-à-dire, non pas la France des territoires, comme on dit dans un mot qui m'effraie. Le territoire, c'est quand même un mot d'éthologue. Les éthologues s'occupent des animaux en disant, voilà, le mâle dominant, il a un territoire. Et puis, il met de l'urine, des matières fécales, il dit, c'est chez moi, c'est mon territoire. Et quiconque va passer dans ce territoire va montrer que soit il m'obéit, soit on va se battre, etc. Je n'aime pas ce mot territoire. C'est vraiment, ce sont les provinces qui sont en jeu et qui disent ça suffit, ça commence à bien faire, on ne peut plus. Et comme ils ont de la dignité, le sens du travail, qu'ils sont virgiliens, c'est-à-dire dans l'esprit de Virgile, qui lui racontait le paysan à l'époque romaine et qui nous disait, voilà, il regarde le ciel, la nature, il comprend, il est en phase directe avec la terre, avec l'eau, avec la pluie, avec la lumière, avec le soleil, etc. Et ce paysan, on nous dit, laissez-les dans leur coin. Il y a une espèce de vieux logiciel gauchiste qui suppose que la révolution, elle se fait par l'avant-garde éclairée de la classe ouvrière. C'est-à-dire les ouvriers des usines syndicalisés, sous-entendu marxistes. Pendant que les paysans, eux, sont des conservateurs, des réactionnaires, sont des gens qui sont toujours opposés à la révolution, etc. Ce sont des gens de bon sens qui, à un moment donné, disent ça commence à bien faire. Un peu comme avec les Gilets jaunes, souvenez-vous de Jacqueline Moreau, qui d'un seul coup pique une petite crise en se disant mais enfin c'est pas possible. Écoutez, avec des choses de bon sens, du genre c'est bientôt Noël, on va pas pouvoir, c'était en novembre, souvenez-vous, on va pas pouvoir acheter des cadeaux à nos enfants. Là, les paysans ils disent mais on va pas pouvoir survivre, on va pas pouvoir vivre, on a des compagnons et des copains qui sont endettés, on a des agriculteurs tous les jours qui se pendent, qui se suicident, ça n'est plus possible, si vous vouliez bien nous écouter, ce serait bien quand même. Et il y a une façon de dire, on va vous embobiner, comme les autres, ça marche très bien, le discours, le blabla, la parole, ça ne marche pas chez ces gens-là. Ça ne marche pas. On va écouter justement un extrait d'un dialogue saisissant entre un agriculteur et le président Macron. Ça s'est passé au Salon de l'Agriculture le jour de l'inauguration. Et ce sont vraiment deux mondes qui sont face à face. Écoutez. Si on s'était rencontrés 2 heures plus tôt, on n'en serait même pas là. Mais quoi, 2 heures plus tôt? Moi, j'ai rencontré l'intersyndicale. Pardon. Là, je vous rencontre. Parce que moi, j'ai rencontré l'intersyndicale. En bas, il y a eu des violences, c'est le bordel, il y a des trucs qui ont été détruits. On attend, on tourne en rond pendant 2 heures. Mais non, mais en bas, moi, je veux bien parler à tout le monde, simplement tout le monde siffle. Enfin, attends, je suis pas en train de dire que vous faites de la gratte, c'est la France qui bosse. Mais on va aussi arrêter tous collectivement de dire que l'agriculture est foutue. Parce que sinon, c'est pas la peine d'aller chercher des jeunes. Si le discours ambiant, c'est de dire l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor, il n'y a pas la peine de faire une loi d'orientation, il n'y a pas la peine de s'emmerder. On ferme tout de suite le magasin. Il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours en France. Et des jeunes. Donc il faut aller très vite. On a besoin de respirer dans nos exploitations. Il nous faut de la trésorerie rapidement. Je veux parler du suicide. Vous savez, nous on travaille à peu près 100 heures par semaine. Moi ça fait 3 ans que je travaille 100 heures par semaine, que je ne sors pas un revenu. C'est ma femme qui me fait vivre. Au mois d'août, j'ai failli passer à l'acte. J'ai un gamin de 15 ans et une gamine de 10 ans. Vous croyez que ça me fait plaisir de monter au salon? C'est mon père qui a 72 ans qui s'occupe de la ferme. Là.
Voilà pour ces échanges entre les agriculteurs et Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça dit pour vous de l'état du monde paysan face à notre pouvoir exécutif ? D'abord, j'ai été choqué de la façon qu'a le président de la République de s'adresser aux paysans. C'est d'une grossièreté, d'une vulgarité, avec des gros mots en permanence, un tutoiement dans ces scènes-là. On le voit tutoyer les gens. Mais est-ce qu'il parle comme ça au patron des GAFAM quand il les reçoit ? Est-ce qu'il leur fait des colères comme ça en disant emmerdé ? Est-ce qu'il parle de négo ? La condescendance pour vous ? C'est du mépris. C'est même pas de la condescendance. C'est j'arrive, je suis en bras de chemise, j'ai demandé un ring. On a parlé à une époque d'un ring. Hein, et puis ils viennent et je me les prends tous les uns après les autres. Puis je leur parle. Et puis je leur dis vous êtes comme ça, etc. Il fait des signes déjà. On parle pas comme ça. J'ai souvent parlé des 2 corps du roi de Kantorowicz qui nous dit qu'un roi, c'est effectivement une personne privée, puis c'est aussi quelqu'un qui est investi de la souveraineté nationale et populaire, théoriquement. C'est-à-dire, normalement, on a le poids de la souveraineté sur soi-même. Et le roi personnel, il peut être grossier, il peut être vulgaire, il peut dire négo à la place de négociation, il peut... j'ai pas fait un bilan de tout ce qu'il a raconté, mais enfin, tout le monde a pu entendre utiliser des gros mots, des grossièretés. Mais quelle image donne-t-il de la France ? Quelle image donne-t-il de la fonction ? Quelle image donne-t-il également de la relation qu'il entretient avec les paysans ? C'est une espèce de sachant, un instituteur qui donne des leçons en disant « je vous méprise, je vous déteste, vous êtes nuls, je vous maltraite, je vous parle mal et en même temps vous n'avez rien compris, moi je sais ». Je trouve ça inadmissible. Quoi. Puis c'est pas ici que la politique se fait, c'est pas devant des caméras, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens, on discute véritablement. Maintenant, le vrai non-dit de cette affaire... Qu'est-ce que c'est, Michel Onfray ? C'est effectivement la question européenne. C'est ça qui sous-tend toute cette colère des agriculteurs dans toute l'Europe, en réalité. Bien sûr, ils le savent bien, ça a été beaucoup dit et c'est tant mieux. Ils vivent CNews qui a rendu possible la visibilité de ce qu'était vraiment l'Europe, enfin. C'est-à-dire quand on a... En 92, moi j'étais contre le Maastricht à l'époque et c'était deux civilisations qui s'opposaient, mais 2 images, ça n'existait pas encore. Aujourd'hui, ce ne sont plus 2 images, ce sont 2 réalités. C'est-à-dire maintenant, les Maastrichtiens, ils sont au pouvoir depuis 1992, ils ont fait cette France-là. Les paysans ne font pas des grandes théories, ils vous disent juste, nous, on nous dit, vous allez produire des poulets, vous n'avez pas le droit de les produire n'importe comment, vous n'avez pas le droit de ne pas tenir compte du bien-être animal, et puis en même temps, d'autres qui ne sont même pas européens, des Ukrainiens, on a l'impression que la France fait plus la politique de l'Ukraine que de la France aujourd'hui, des poulets ukrainiens qui ont été quasiment nourris à la dioxine et qui ont été congelés pendant 3 ans vont arriver sur le marché. Il est bien évident que quand les grandes surfaces vont les acheter, ils vont plutôt acheter ces produits-là pas très chers et les produits des paysans français ne seront pas achetés. D'où la misère, d'où la pauvreté. L'Europe, c'est ça. Évidemment, c'est la chose à ne pas dire. Si vous expliquez... Le projet de l'Europe, c'est industrialiser la paysannerie pour vous, Michel Onfray ? Oui, je pense qu'on ne fait pas assez de perspectives de longue vue, de longue vision en disant mais il y a un projet de société dans l'Europe de Maastricht, c'est évident, un projet d'homme, il y a un homme nouveau, il y a un homme déconstruit. Ce que veut Sandrine Rousseau, c'est un homme déconstruit. Ce que veut l'Europe, c'est une Europe post-nationale. C'est une Europe aussi post-chrétienne. On commence à voir toutes ces obsessions sur la question de l'avortement, du mariage homosexuel, de la gestation pour autrui, etc. Ce sont les premières lois antichrétiennes. Je ne dis rien de ces lois. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler un jour. Mais juste dire, avançons, cette vieille société, cette vieille civilisation, elle est morte. Les vieux paysans à l'ancienne, comme mon père qui était ouvrier agricole, par exemple, je le dis beaucoup, tout ça c'est fini. Oui. Tout ça c'est fini. Il va falloir aller vers une industrialisation de l'alimentation. C'est-à-dire que vous êtes évidemment contre les mauvais traitements infligés aux animaux, vous êtes soucieux du bien-être animal. Tout le monde, évidemment, est d'accord. Qui plus est les jeunes aujourd'hui. Et on fait voir des images d'animaux en batterie, on se dit, oh là là, c'est terrible, etc. On vous dit, mais aujourd'hui, on peut cultiver en laboratoire de la viande cellulaire. On peut, à partir de prélèvements de cellules, fabriquer un beefsteak qui n'aura jamais vu d'animal. Vous avez de la viande de bête sans bête. Et on va vous fabriquer une tumeur, hein, c'est ça, c'est véritablement ça, la viande tumorale qu'on nous propose là. Et on industrialise l'alimentation. Plus besoin de paysans, plus besoin de vaches qui ne vont pas souffrir, qui ne vont pas émettre de gaz dans l'atmosphère, qui ne vont pas boire de l'eau qui va être problématique parce que les nappes phréatiques sont vides, etc. On dit, vous avez vu, la solution, c'est ça. Maintenant, évidemment, quand vous avez des centrifugeuses, quand vous avez de l'informatique, etc., ça coûte très cher de fabriquer cette viande-là. Et c'est extrêmement polluant. Mais ça les gêne pas, les écologistes, puisque ça économise la souffrance animale. Et on nous dit, après ça, l'alimentation sera entre les mains de quelques industriels qui, de manière planétaire, vont vous obliger à manger ça plutôt qu'autre chose. Donc, globalement, on ne le dit pas, mais il faut euthanasier la paysannerie française. Ça va prendre du temps, mais c'est le projet d'un Emmanuel Macron qui, bien sûr, ne peut pas le dire, et de tous les Maastrichtiens qui, bien sûr, ne vont pas le dire non plus. Alors, il y a aussi une autre question, c'est est-ce que les Français, Michel Onfray, sont prêts à payer plus cher pour leur alimentation ? Et est-ce qu'ils peuvent, tout simplement, payer plus cher aujourd'hui ? Est-ce que ce n'est pas l'inflation, en réalité, qui guide leur choix alimentaire ? Mais bien sûr, c'est-à-dire on pourrait même imaginer un système d'étiquetage
étiquetage en disant voilà, ça c'est français, ça c'est européen et ça c'est mondial par exemple. Ben, je vous assure qu'avec les contraintes qui sont imposées aux paysans, ce qui serait français serait beaucoup plus coûteux que ce qui serait mondial. Maintenant, évidemment, il y aurait probablement un meilleur produit français s'il était fabriqué comme les paysans savent le faire, plutôt que des produits industriels qui sont fabriqués, la viande en Argentine, je ne sais pas quoi, les escargots en Roumanie, enfin, tout ce qu'on voudra. Donc on sait bien que de toute façon, quand les gens font leur commission, il y a des gens qui, quand ils font les courses, prennent ce qu'ils ont envie de manger. Ah tiens, ça me plaît bien, ça, etc. Moi, je peux me le permettre, parce que mon pouvoir d'achat me le permet. Mais pour beaucoup de gens, je regarde le prix d'abord. Je ne peux pas, je repose. Et vous avez des gens qui, aujourd'hui, n'achètent pas un certain nombre d'aliments parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Donc, évidemment, le bio, c'est formidable, c'est très bon à manger, mais c'est très cher. Ou des produits de qualité, c'est très cher. Il vaut mieux des mauvais poissons fabriqués, je ne vais pas donner de marque, mais enfin des poissons rectangulaires avec de la panure, plutôt que d'avoir un bar de ligne pêché par un pêcheur. Ceci dit, ces temps-ci, on nous fait savoir qu'il vaut mieux un dauphin qu'un pêcheur. On nous a fait savoir que, pour préserver quelques dauphins de la pêche, il valait mieux mettre à quai des propriétaires de bateaux qui sont ultra endettés et qui disent « mais nous, on a notre dignité. On ne veut pas être des assistés, on ne veut pas un chèque, on veut juste travailler et être payé de notre propre travail. » Mais il faut en finir avec les pêcheurs comme il faut en finir avec la paysannerie. L'alimentation, c'est aussi un des signes de la civilisation. Vous aviez à l'époque fondé l'Université populaire du goût pour célébrer non seulement les produits, mais aussi la gastronomie. Aujourd'hui, on n'éduque plus au goût. Une civilisation qui ne sait plus ce qu'elle mange est une civilisation qui se laisse dépérir. Oui, parce que, alors je ne vais pas dire que c'était un modèle idéal, mais jadis, il y avait la mère au foyer qui cuisinait, on mangeait des bons produits, on allait chercher... C'est pas un modèle idéal. J'ai bien pris soin de le dire. Mais je veux dire, aujourd'hui, les couples travaillent, ils n'ont pas le temps de cuisiner, ça coûte cher d'aller faire ses courses sur le marché, ça coûte cher d'acheter des produits frais, etc. Et c'est vite fait de prendre une barquette, de la mettre dans le micro-ondes et de la servir parce qu'on n'aura pas eu le temps de le faire. Donc évidemment, on n'a plus le goût. Et même si aujourd'hui, vous faites goûter... mes petits-enfants, par exemple, vous leur faites goûter du beurre qui a été fabriqué dans une ferme, ils vont dire c'est pas bon. Parce que les enfants, aujourd'hui, ils sont éduqués à une espèce de matière grasse qui n'a pas de goût. C'est la même chose avec le lait, c'est la même chose avec un certain nombre de produits qui ont de la saveur. Si vous dites, moi je suis un instituteur, professeur des écoles, comme on dit désormais, et je vais faire goûter des beurres dans mon école, vous n'avez pas le droit. Vous avez tout de suite, parce que vous avez tout de suite les inspections d'hygiène qui arrivent avec des motards, des voitures de police, avec des drones et qui sont en train de regarder ce qu'il y a dans l'assiette et qui emmènent l'instituteur quasiment en prison ou en garde à vue pour savoir quelle idée lui a pris pour avoir fait un gâteau d'anniversaire avec les enfants. D'où vient votre beurre, d'où vient votre farine? Avez-vous utilisé les plats qu'il faut utiliser dans les températures qui sont les bonnes? Si vous avez une petite gastro-entérite, vous avez 3 psychologues qui sont envoyés pour pouvoir vérifier si quand même ils vont pas être trop traumatisés, etc. Et les instituteurs ils disent non, je vais pas faire ça moi. Et l'Université populaire du goût que j'avais créée à Argentan avec quelques amis, c'était dans un jardin de réinsertion sociale et je disais mais apprenez à cuisiner les carottes, les pommes de terre et les betteraves, des choses très simples, et quand vous les aurez cuisinées, arrangées, etc., vous verrez d'abord que ça coûte pas cher. 500 grammes de carottes râpées quand vous les fabriquez vous, regardez le prix quand vous l'achetez. D'ailleurs, vous n'avez pas que de la carotte râpée dans la carotte râpée sous un truc cellophane avec les perturbateurs endocriniens qui vont avec. Et regardez le goût que vous allez découvrir, parce que d'un seul coup, vous allez découvrir que ça a une saveur, la carotte. Qui fait ça? Ça ne se fait plus à l'école, ça ne se fait plus dans les familles, ça ne se fait plus nulle part. Et puis les gens n'achètent que ce qu'ils peuvent acheter en fonction de leur porte-monnaie. Donc effectivement, ils vont chercher au moins cher, et le moins cher, c'est souvent le moins bon. Il y a aussi, à l'occasion de ce salon international de l'agriculture, ce défilé des hommes et femmes politiques, classique évidemment, depuis des dizaines d'années. Ce qui est frappant dans le cadre de la campagne des européennes, parce qu'on a bien compris qu'elle a été lancée pendant ce salon de l'agriculture, c'est l'âge des têtes de liste des candidats pour les européennes. Quand on prend tous ces candidats, Valérie Hayer pour Renaissance, 37 ans, Léon Desfontaines pour le Parti communiste, 27 ans, Jordan Bardella, Rassemblement national, 28 ans, Marie Toussaint, écologiste, 37 ans, François-Xavier Bellamy, LR, 38 ans, Marion Maréchal, 32 ans. Si on met ça aussi en regard de l'âge du Premier ministre, Gabriel Attal, 34 ans, cela donne une forme de jeunisme politique. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est un argument politique d'abord, l'âge, pour vous, Michel Onfray? Non, il vaut mieux un jeune compétent, un vieux incompétent, ça me paraît évident, mais ça dit des choses parce qu'effectivement, l'histoire ayant progressivement disparu, jadis, moi j'ai 65 ans, j'ai connu des hommes qui avaient rencontré l'histoire, des hommes politiques qui avaient rencontré l'histoire. Ils avaient été résistants, certains avaient été collabos, d'autres avaient connu la guerre d'Algérie, certains avaient connu, etc. Enfin, ils avaient connu l'histoire. Aujourd'hui, ils ont connu l'école. C'est-à-dire, ils sont brillants, ils sortent, ils sont formatés et ils ont fait, je sais pas, l'ENA, Sciences Po, je ne sais quoi, et ils sont brillantissimes sur tous les sujets.
Manon Aubry, on aurait peut-être pu ajouter aussi, Oui, qui pardon, est assez Manon jeune, Aubry, je vous avez pense, entièrement pour la raison. France Insoumise, qui sont tous des gens brillants. J'enlève le fond, je regarde juste sur la forme, brillants, incollables, sophistes, disposant des dossiers, etc. Moi, je ne suis pas contre ça. Simplement, quand on a l'histoire derrière soi, ou quand on a l'école derrière soi, et qu'on a un projet de carrière, c'est pas exactement la même chose. Je me souviens d'une histoire, et peut-être d'ailleurs pourrait-on faire de cette date le début de la fin, ou le commencement de la fin, d'un Laurent Fabius, brillantissime comme on sait, avec les diplômes du moins, c'est-à-dire l'école normale supérieure, je crois, l'agrégation de lettres, peut-être même classique, l'ENA, Sciences Po, il avait tout, quoi. Et on a dit à une époque qu'il s'était dit, bon alors, à droite, à gauche. Et certains lui avaient dit, c'est peut-être plus rentable d'investir dans la gauche. Il dit, allons-y dans la gauche. Puis il a fait de cette gauche, la gauche de droite que nous savons. Mais je veux dire que vous avez des gens qui font carrière. Et je ne suis pas bien sûr qu'il y ait derrière des vraies convictions. C'est-à-dire qu'on voit bien que Jordan Bardella, il y a une feuille de route. Et puis on lui dirait, on change de feuille de route, on change de feuille de route. C'est la vieille logique de Machiavel. C'est-à-dire la question, c'est comment arriver au pouvoir. Et quand on y est, comment s'y maintenir. Même réponse de Machiavel. Il y a la force du lion et la ruse du renard. Et puis vous verrez, ce sera très bien. Alors, sauf qu'il y a la France. Et personne ne parle de la France, sauf pour faire semblant. Mais normalement, quand on fait de la politique, on ne fait pas de la politique pour avoir des postes, mais pour porter et sauver la France. Vous parlez de Jordan Bardella, et il y a quelque chose qui est à l'œuvre depuis quelques semaines, à la faveur de cette campagne des Européennes, c'est les attaques en règle du gouvernement contre le Rassemblement national. On va écouter notamment Gabriel Attal, cette semaine à l'Assemblée nationale, qui répondait à Marine Le Pen sur la question de l'envoi éventuel de troupes au sol en Ukraine. Écoutez ces arguments, puis on va voir ce que vous en pensez ensuite. Madame Le Pen, quand on regarde les positions qui sont les vôtres, qui ont été les vôtres, Madame Le Pen, vous défendiez une alliance militaire avec la Russie. Pas il y a 10 ans, pas il y a 5 ans, il y a seulement 2 ans, c'était dans votre programme pour l'élection présidentielle. Si vous aviez été élu en 2022, Madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. C'est ça la réalité. C'était dans votre programme. Alors Madame la députée, Madame la présidente Le Pen, vous m'interrogez sur... Vous m'interrogez sur une hypothèse de soldats français ou européens sur le sol ukrainien. Mais je vais vous le dire, Madame Le Pen, quand on lit les enquêtes qui sont réalisées, encore celle du Washington Post le 30 décembre dernier, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen. Voilà pour Gabriel Attal, on va parler de la grande peur des Français face à la perspective d'une guerre mondialisée. Qu'est-ce qui est à l'œuvre là, dans ce que dit Gabriel Attal, dans ce que disait aussi Emmanuel Macron il y a quelques jours, le RN ne fait pas partie de l'arc républicain? Oui, puis il en fait partie quand même, sans en faire partie, tout en faisant partie, ça dépend du moment. C'est-à-dire qu'il peut nous dire, lui, quand même, Attal, qu'il ne faut pas dire tout et son contraire. Je rappelle quand même qu'il y a quelque temps, on a des belles images d'Emmanuel Macron recevant Poutine dans le Palais des Glaces à Versailles, où ça se passait très bien. Hein, mon cher Vladimir, comment vas-tu? Avant la guerre en Ukraine. Ah oui, d'accord, enfin, oui. Il faut historiser tout. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où toutes les banques se disent qu'il n'est pas question de prêter de l'argent à Marine Le Pen, parce que si on dit la campagne de Marine Le Pen est financée par je ne sais quelle banque, d'un seul coup, tout le monde s'en va. On a vu ça récemment avec Boursorama, je crois, et Marion Maréchal Le Pen qui est intervenue. Elle a fait une réponse à des questions qui sont posées à plein de gens, et on a dit d'un seul coup, hop, on retire de l'argent. Évidemment, on dit, vous n'aurez pas de banque française, vous allez chercher des banques à l'étranger, on dit, vous faites partie du parti de l'étranger. Je veux bien, mais je veux dire qu'il y a un moment donné où on peut penser de manière chronologique et puis arrêter de renvoyer en permanence à Poutine en disant qu'elle est Poutine. Ça me rappelle l'époque où on parlait des chars russes à Paris sur la place de l'Étoile si la coalition socialo-communiste était élue. Donc il y a une espèce de jurisprudence de la Deuxième Guerre mondiale perpétuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser le présent sans aller chercher des justifications dans le passé, invoquer Hitler, invoquer Staline, invoquer Lénine, invoquer Pétain, invoquer la Shoah, invoquer Oradour-sur-Glane. Il y a un moment donné, on dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser vraiment? Quand je dis tout à l'heure que cette jeunesse brillante avait été formatée à la rhétorique et à la sophistique, ils ont toujours ça en tête. On peut toujours instrumentaliser Marine Le Pen. C'est-à-dire, où elle est antidémocratique et anti-républicaine, et à ce moment-là, on fait un procès, on regarde ses condamnations. J'aimerais qu'on me dise pourquoi elle a été condamnée, pourquoi elle aurait été condamnée, et puis on lui interdit d'exister une bonne fois pour toutes, ou alors elle existe une bonne fois pour toutes, mais on arrête de dire à cette femme qu'elle est anti-républicaine si rien n'en fait la démonstration. Au-delà de ce cas-là, il y a, selon vous, une instrumentalisation de l'histoire qui est permanente dans notre pays? Permanence, c'est-à-dire que
Moi, je ne suis pas juif, mais j'ai toujours été étonné qu'aucun juif ne trouve normal qu'on puisse utiliser Oradour-sur-Glane ou utiliser la Shoah pour justifier un vote contre Marine Le Pen à un second tour de présidentielle, alors que les présidentielles sont déjà gagnées le soir du premier tour. Il y a un moment donné où on pourrait s'épargner l'obscénité. C'est-à-dire, Emmanuel Macron sait bien qu'il est élu au soir du premier tour, puisqu'il va fêter ça à la Rotonde. Je crois que c'était la première fois qu'il a été élu, ou un autre bistrot, café, je ne sais pas, peu importe. Et donc on voit. Pardon ? C'était la Rotonde. C'était la Rotonde. Et donc il dit, voilà, j'ai gagné, j'ai bien compris. Donc on fait une petite fiesta, etc. Sous-entendu, dans 15 jours, il n'y a pas de problème, c'est Marine Le Pen. Que fait-il entre ces deux dates-là ? Il s'en va au Oradour-sur-Glane, tout de même. Et il s'en va au musée de la Shoah, tout de même. C'est-à-dire, il y a un moment donné où, quand on sait qu'on a gagné les élections, on ne va pas instrumentaliser les millions de morts de la Shoah, on ne va pas instrumentaliser non plus la mémoire d'Oradour-sur-Glane. Il y a un moment donné où, vous savez, c'est l'histoire des petits cochons, ou c'est l'histoire du berger qui crie au loup. C'est-à-dire, il y a un moment donné, quand le loup est vraiment là, eh bien, plus personne n'y croit. C'est-à-dire, on crie au fascisme partout, tout le temps, en permanence. On crie au retour du nazisme en permanence. Mais il y a un moment donné où le vrai nazisme réarriverait, que ferait-on ? Le vrai fascisme réarriverait, que ferait-on ? La véritable extrême droite arriverait, que ferait-on ? Parce que tout le monde est d'extrême droite aujourd'hui. Je pense même le patron du CRIF, si j'en juge par ce que disait Mélenchon en son temps. Je sais pas, moi j'ai lu Rebatté, les mémoires d'un fasciste, j'ai lu Brasillac, j'ai lu les procès de Brasillac, j'ai lu toutes ces choses-là, enfin j'ai lu de la littérature, j'ai lu Drieux-La Rochelle, à une époque où je travaillais sur ces questions-là, notamment la période justement d'extrême droite de François Mitterrand. La personne n'en parle de cette période-là, mais on voit bien ce que c'est que l'extrême droite. Alors si vraiment Marine Le Pen c'est l'extrême droite, ben alors il faut qu'on fasse la démonstration qu'elle est contre la démocratie, qu'elle organise des mouvements de foule dans la rue, des mouvements violents, qu'elle refuse les résultats des élections. Il y a des gens qui refusent les résultats des élections, plutôt du côté de la France insoumise. Donc il y a juste un moment donné où il faut faire de l'histoire et arrêter de faire du commentaire idéologique sur de l'histoire, parce que comme les enfants sont de moins en moins éduqués à ces choses-là, qu'ils sont de plus en plus endoctrinés avec tous ces éléments de langage et toute cette idéologie, on finit par trouver des fascistes partout, des gens d'extrême droite partout, des antisémites partout, moyennant quoi, si vous avez éventuellement dit qu'il y avait quand même dans le Coran quelques problèmes avec les juifs, vous allez tout de suite au tribunal. Donc il y a un moment donné où l'instrumentalisation de l'histoire, c'est trop. Il faut l'arrêter. On va faire une petite pause, Michel Onfray. Mais on se retrouve dans un instant avec vous pour, face à Michel Onfray, la suite. On va évoquer cette grande peur des Français face à la perspective d'un conflit mondialisé. 76% des Français se disent opposés à l'envoi de troupes au sol en Ukraine. A tout de suite sur CNews. On se retrouve sur CNews dans Face à Michel Onfray, notre nouvelle émission hebdomadaire. Merci d'être avec nous, Michel Onfray. Deuxième partie de cette émission. On a évoqué l'Ukraine avec la grande peur des Français face à la perspective d'un conflit mondialisé. Emmanuel Macron, cette semaine, lors d'une conférence de presse à l'Élysée, n'a pas exclu l'envoi de troupes au sol. Il était entouré de ses partenaires européens qui ont d'ailleurs très très vite dit à quel point ils n'étaient pas d'accord avec lui. 76% des Français se disent opposés à l'envoi de troupes en Ukraine, selon un sondage CSA, CNews Europe 1 pour le JDD. On va écouter peut-être d'abord ce qu'a dit précisément Emmanuel Macron, puis on entendra la réponse de Vladimir Poutine, glaçante évidemment, implacable, mais comme il sait l'être. Et on va écouter d'abord le président français. Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Tout ce qu'ils inventent en ce moment, en plus d'effrayer le monde entier, est une menace réelle de conflit avec l'utilisation de l'arme nucléaire et donc de destruction de la civilisation. Ils doivent comprendre que nous avons aussi des armes capables d'atteindre des cibles sur leur territoire. Voilà des plus tragiques, ils menacent l'Occident de destruction de la civilisation, une guerre de civilisation, a-t-il dit Vladimir Poutine en réponse à Emmanuel Macron. Comment vous analysez ces propos, Michel Onfray ? Moi, je souscris à ça depuis longtemps. Je pense qu'il faut penser en termes de civilisation et que vous ne souscrivez pas à l'annihilation de la civilisation par la menace nucléaire ? Si, nous sommes deux menaces nucléaires, l'un l'autre. C'est-à-dire que d'un seul coup, quand on envisage d'envoyer les troupes, si ça ne suffit françaises, parce qu'il n'a pas dit de l'OTAN. Poutine ment quand il dit les troupes de l'OTAN. L'OTAN n'a pas dit ça. Il ment aussi quand il dit qu'on lui a imposé une guerre en Ukraine. Ça y est, très très sérieux. Après, il faudrait rentrer dans les détails. Je ne veux pas réfléchir sur la question de on lui a imposé, mais ce serait bien qu'on fasse la généalogie de cette guerre. Comment est-elle née ? Elle aurait pu ne pas avoir lieu. Là, il nous faut vraiment du temps. Oui. Je veux dire que si vraiment on veut penser
les choses, il ne faut pas dire, il y a 3 jours, il a dit que. Que s'est-il passé depuis 30 ans pour que nous en soyons arrivés là? J'ai dit il y a quelque temps que nous avions fabriqué ce monstre. Poutine, nous l'avons fabriqué. Un temps, il ne l'était pas, et un temps, il était tellement sympathique qu'on le recevait à Versailles, je l'ai déjà dit, et il était tellement sympathique que le même Macron, il y a 2 ans, disait il ne faut pas blesser Vladimir Poutine. Il s'est passé quoi entre il ne faut pas le blesser, il ne faut pas le froisser, et nous allons lui envoyer nos troupes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Emmanuel Macron? C'est la question que je pose, j'ai la réponse. Mais on n'a pas le temps probablement d'entrer sur ce sujet-là. Je dis simplement que faire de la politique, c'est pas juste lutter contre le Rassemblement national dans les médias. C'est pas ça. C'est porter la France, porter le message de la France, faire de telle sorte que la France puisse exister de manière souveraine, autonome et indépendante. Il faut arrêter de nous dire que la souveraineté européenne, c'est aussi la souveraineté de la France. Mais c'est pas ce qu'il fait en disant on n'exclut rien, la France existe, on peut aussi ne pas s'aplatir devant le tyran. Il est président des États-Unis, des États d'Europe, des États-Unis d'Europe, Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a un leader en Il y a Olaf Scholz qui regarde tout ça en disant quoi? Il a moqué Olaf Scholz en disant je rappelle que quelques-uns, il n'y a pas très longtemps, disaient on va leur envoyer des casques et des sacs de couchage et puis en même temps des gilets pare-balles. C'était l'Allemagne qui l'insultait, Emmanuel Macron, dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'il parle comme un petit garçon. Il insulte une fois les Israéliens, il insulte une fois les Palestiniens, il insulte une fois le Maroc, il insulte une fois l'Algérie, il insulte une fois les États-Unis, parfois il insulte même nommément. Il insulte, bon, on n'insulte pas tout le monde comme ça quand on est chef de l'État. D'abord, quand on est chef de l'État, on mène des guerres d'intérêt national. Est-ce qu'il y a intérêt national pour la France à faire une guerre qui n'est pas forcément la nôtre? On n'est pas sur le chemin de la guerre pour l'instant, Michel. Mais si on est dedans, c'est pas on n'est pas sur le chemin de la guerre, on est dedans. Tous ces gens qui disent j'ai vu 2 types qui étaient en train de s'agresser, j'ai donné un couteau, qui disent je ne suis pas belligérant. Ils se donnaient des coups de poing, mais je leur ai donné un couteau, je ne suis pas co-belligérant. Mais bien sûr que si. Dès qu'on a pris son parti et qu'on a aidé quelqu'un quand il y a un début de guerre, on est dedans. Cette idée, quand est-ce qu'on va nous dire ça y est, on est vraiment entré? Quand on va mettre des soldats français dans des avions et qu'on va les amener directement en Ukraine pour aller se battre, là on dira... Pour vous, on est déjà dans ce processus. Mais bien sûr que nous sommes déjà dans cette guerre. Et que pour l'instant, il est en train de faire comme s'il ne connaissait rien à l'histoire de France, ce que je crois un peu, parce qu'il est en train de faire tout ce qu'il faut pour que la Troisième Guerre mondiale ait lieu. Oh, quand même, vous ne pouvez pas dire que Emmanuel Macron souhaite entraîner la France dans une Troisième Guerre mondiale. Je ne sais pas s'il souhaite l'entraîner, mais il le fait. Je ne sais pas s'il est conscient de ce qu'il fait. C'est-à-dire, on ne parle pas à un dictateur. Poutine est un dictateur. Poutine est un impérialiste. Poutine est dans une logique d'impérialisme fasciste. Je le dis tout de même. On s'entende bien sur ce sujet-là. Est-ce qu'on répond comme ça? Mais est-ce qu'il faut s'aplatir devant Poutine alors? Alors là, il y a plein de choses qu'il aurait fallu ne pas faire. C'est facile aujourd'hui de dire il y a qu'à. Moi, je rappelle que quand les journalistes ont commencé à dire il y a une guerre en Ukraine, il y avait déjà depuis 10 ans cette guerre en Ukraine. Oui. Depuis 10 ans. Puis la Crimée. Voilà. C'est-à-dire que d'un seul coup, les journalistes disent on arrive avec nos caméramans, on fait des photos et la guerre commence. Non, ça fait 10 ans qu'elle est là. Qu'a-t-on fait pendant ces 10 années? On a méprisé Poutine, on a dit, souvenez-vous de Hollande qui dit non, on a fait un petit truc, un petit machin de droit, là, un petit traité, mais c'était pour le faire patienter, il n'était pas question qu'on respecte ce traité-là. Vous vous rendez compte comment on fait? On l'a fabriqué, cet homme-là. Et à un moment donné, il dit bon, on va peut-être pouvoir s'entendre. On dit non, mais pas du tout. Et qui nous a dit que la Russie allait rentrer en Ukraine? On avait des images satellitaires, on voyait tous les chars qui étaient là. Et on nous disait, mais non, il va pas. Les Américains, c'était les renseignements américains. Non, mais les Français le disaient aussi. Et les Français aussi. Donc il y a un moment donné où, quand on est tellement incompétent pour faire de telle sorte que la guerre n'ait pas lieu, on ne peut pas devenir compétent pour faire de telle sorte que quand la guerre a lieu, elle n'ait plus lieu. Encore moins quand on demande que cette guerre, elle puisse vraiment avoir lieu et avec une puissance au-dessus. On envoie des troupes, l'autre dit attention, j'ai l'arme nucléaire, je vous ai dit que je pouvais m'en servir. Et on va dire quoi là? Nous aussi, on a une arme nucléaire. Ça veut la dissuasion nucléaire et l'ambiguïté stratégique. Sauf que nous, on n'est pas crédible. Ah, pourquoi? C'est ça que sur le terrain, parce que notre armée n'est pas je pense que tout le monde a compris qu'Emmanuel Macron n'était pas plus crédible à l'international que de manière intérieure. C'est votre jugement et c'est d'ailleurs le principe de Face à Michel Onfray. Pour revenir à cette idée de s'aplatir ou pas devant les dictateurs, j'aimerais qu'on écoute le général de Gaulle. C'était en 1961 lors d'une conférence de presse à l'Élysée. C'était au plus fort des tensions à Berlin avec les soviets. Écoutez ce qu'il disait. Si tout cela fait multiplier les actes hostiles des soviets, actes auxquels il faudrait répondre, on pourrait en venir à la guerre générale. Mais alors, c'est que les soviets l'auraient délibérément voulu. Et dans ce cas, tout recul préalable de l'Occident n'aurait servi qu'à l'affaiblir et à le diviser, et sans empêcher l'échéance à un certain point de menace de la part d'un impérialisme ambitieux,
tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur, de le pousser à redoubler sa pression et finalement facilite et hâte son assaut. Au total, actuellement, les puissances occidentales n'ont pas de meilleur moyen de servir la paix du monde que de rester droite et ferme. Ce que dit De Gaulle, tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur. Ça ne vaut pas aujourd'hui? De la même façon, Michel Onfray? Alors je rappelle que quand il parle d'impérialisme ambitieux, on pourrait aussi tout à fait faire fonctionner la grille sur l'impérialisme ambitieux de l'Europe maastrichtienne. Il y a un impérialisme ambitieux. Hein. Donc mais là, ça peut aussi énerver d'autres en face. Donc je veux bien que... J'ai vu cette phrase plusieurs fois utilisée dans la même page du Figaro par 2 personnes il y a quelques temps. Elle est sortie du contexte et c'est effectivement une extrapolation. Je rappelle que quand le général de Gaulle parle de l'Union soviétique, ça n'est pas Emmanuel Macron qui parle de Vladimir Poutine. Et il était dans le programme de l'Union soviétique d'être impérialiste et planétaire, comme il est dans le programme du Hamas de détruire l'État d'Israël. Il n'est pas dans le programme de Vladimir Poutine d'étendre sa puissance sur la planète entière. Je ne le sache pas. Je sais en revanche qu'il veut l'étendre sur un certain... Il veut restaurer le grand empire russe. Il veut restaurer un certain empire en imaginant effectivement qu'au-delà de cet empire, ça ne le concerne plus. Donc cette idée que nous pourrions avoir la guerre, théoriquement non. Mais si effectivement nous devenons des combattants, pratiquement oui, de manière dynamique, comme dit notre chef de l'État là. Donc je crois que quand il pense de cette manière-là, le général de Gaulle, il parle de manière pratique. Sortir cette phrase en disant l'impérialisme c'est une notion platonicienne, non, c'est pas une notion platonicienne. Impérialisme russe et impérialisme de l'OTAN ou impérialisme de l'Europe de Maastricht. Et ça marche dans les 2 cas. C'est-à-dire ça énerve les gens, nous dit le général de Gaulle. Il a raison. L'impérialisme de l'Europe maastrichtienne, elle énerve Poutine. L'impérialisme de Poutine énerve l'Empire maastrichtien. Je dis simplement, quel est l'intérêt de la France, puisque nous parlons du général de Gaulle? Quel est l'intérêt de la France? Est-ce que l'intérêt de la France, c'est de faire la guerre de l'Ukraine? Si oui, expliquons-nous. L'Ukraine est européenne. J'ai déjà bien compris que la France n'existait plus, qu'il fallait être européen. Mais maintenant, il ne faut plus seulement être européen. Il faut aussi que des pays qui sont susceptibles de devenir européens, comme l'Ukraine, ce soient des pays... qui on a promis d'entrer dans l'Union européenne. Qui a promis Je sais bien que quand on fait... Oui, j'entends bien, mais quand on fait en 2005 un référendum pour demander au peuple ce qu'il pense de l'Europe, il nous dit non. Et on dit en 2008, vous l'aurez tout de même. Donc on a bien vu que le peuple, aujourd'hui, on l'économise totalement. Et dans ce beau papier de Jean-Pierre Chevènement, il faut toujours lire, relire et méditer, du Figaro, eh bien, Jean-Pierre Chevènement nous dit consultez les peuples. Demandez au peuple. Un débat aura lieu au Parlement dans les prochains jours. C'est pourquoi il ne faut... Oui. Non, mais pas pour savoir si nous devons envoyer des troupes sur place. C'est pas ça. Je pense que tous ces gens qui se réclament aujourd'hui du général de Gaulle devraient savoir que le général de Gaulle pensait qu'on gouvernait avec des référendums, qu'on gouvernait avec des élections et qu'on obéissait aux élections. C'est-à-dire le général de Gaulle ne se serait pas contenté de 50% de gens qui votent, pas forcément pour lui et pour d'autres, et de 50% de gens qui ne votent pas. Il ne se serait pas contenté d'une Assemblée nationale dans laquelle il n'aurait pas une majorité. Donc qu'on n'aille pas chercher le général de Gaulle, parce que c'est mon héros, et si vraiment on veut savoir comment fonctionnerait le gaullisme aujourd'hui, c'est sûrement pas comme le macronisme fonctionne. J'ai encore une question, Michel Onfray, avant de passer à un autre thème. Que pèsent réellement les démocraties face au régime autoritaire ? Parce qu'on voit bien que nous, le cycle de la politique s'accélère, les dirigeants se succèdent. Les régimes autoritaires, eux, évidemment, ils ont des dictateurs quasi à vie. Oui, nous, on a aussi des régimes tellement bien faits qu'on a des maastrichtiens au pouvoir quasiment à vie. C'est-à-dire, on fait semblant d'avoir des élections, on dit « Ah, vous allez choisir celui-ci, il a un ruban rose, celui-ci, il a un ruban bleu, celui-ci, il a un ruban arc-en-ciel, etc. » Vous avez vu la différence quand même. Hein. Et au bout du compte, c'est toujours un client maastrichtien. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'il y a des élections présidentielles en France, tout est fait pour qu'il y ait une espèce d'entonnoir. Tout le monde est censément capable d'y accéder, du moins aux élections. Et puis après, ça se passe comment? Vous finissez toujours par avoir un personnage, et c'est toujours le même. Et de l'Humanité à, je sais pas, au Figaro, en passant par Libération, Politis et autres, ils finissent tous par vous dire votez pour le client maastrichtien. Les uns en nous disant c'est le meilleur, d'autres en nous disant c'est un beau programme, et d'autres en nous disant on vote pas pour, mais on vote contre celui qui est en face. Mais finalement, le MEDEF et le Mélenchon finissent par voter la même chose. La libre pensée, les francs-maçons, les athées, les curés, etc., finissent par voter la même chose en nous disant votez pour ça.
des démocraties dans lesquelles, avant d'aller voter, on sait quel sera le résultat. Moi, j'en ai gagné des caisses de champagne en disant, je peux vous dire qui sera élu. Ah bah, t'es bien malin, c'est un client maastrichtien. On reprendra les paris pour 2027 et pour les élections européennes. 2027, mais 2024. je pense que même si c'est Le Pen, la pensée maastrichtienne mettrait 6 mois à s'imposer. Bon. Et encore 6 mois en étant large. J'aimerais qu'on parle maintenant, Michel Onfray, du trouble amoureux. Parce que nous vivons en vérité une époque de grand désordre dans les relations amoureuses. C'est tout autre chose, mais c'est ça qui fait le charme de cette émission face à Michel Onfray. Aujourd'hui, on se rend compte à la fois que les Français font de moins en moins l'amour. 76% des Français, selon une étude de l'IFOP, ont eu un rapport sexuel au cours des 12 derniers mois. Les femmes, comme les hommes, à moitié, disent qu'ils pourraient vivre avec quelqu'un dans une relation platonique. Les jeunes sont extrêmement touchés par cette baisse de la sexualité. Et puis, il y a la concurrence des écrans. Aujourd'hui, on a un Français sur 2 qui dit qu'il préfère regarder une série sur MyCanal ou jouer à un jeu vidéo plutôt que d'avoir un rapport sexuel. Il y a ce contexte-là. Et puis, il y a les hommes qui peut-être se sentent dévalorisés, qui se sentent peut-être menacés avec la libération de la parole des femmes. Comment est-ce que vous analysez les rapports, cette mise en place des nouveaux rapports amoureux dans la société ? Il faudrait faire une large sociologie. Enfin, il y a des choses qu'on ne dit pas beaucoup, mais je veux dire que beaucoup de couples finissent par renoncer à une vie sexuelle parce qu'il y a une espèce d'usure qui fait que... D'ailleurs, il y a des couples qui explosent pour ça. On va voir ailleurs, et puis le couple explose, puis on divorce, puis on se remarie, etc. Mais le couple... C'est pas ce qui est en jeu, là. Pardon ? C'est pas ce qui est en jeu, c'est aussi ça. Je dis, on ne dit pas beaucoup ça. C'est-à-dire qu'on fanfaronne beaucoup, les garçons entre eux disent des choses, puis après, quand on est à deux avec un copain, on pose des questions, puis on s'aperçoit que c'est pas ce que vraiment chacun raconte. Donc il faudrait raconter qu'effectivement, la sexualité n'est pas l'horizon indépassable d'un couple. On peut avoir une sexualité avec quelqu'un avec qui on ne vivrait pas, vivre avec quelqu'un avec qui on n'a pas de sexualité, avoir une sexualité avec quelqu'un qui, etc. En fait, tout est possible. Toutes les configurations sont possibles. Donc il y a cette première chose comme un événement sociologique susceptible d'être repensé. Il y a quelque chose que moi j'avais aimé chez Benoît Hamon en son temps, quand il avait fait une campagne présidentielle pour les socialistes, et il était pour le revenu universel. Moi j'étais contre le revenu universel, mais il avait parlé des perturbateurs endocriniens. J'ai consacré une partie d'un livre qui s'appelle Le fétiche et la marchandise à ce sujet-là. C'est terrible. Qui ont un impact sur la sexualité des gens. Notre sexualité, c'est hormonal. Vous avez aujourd'hui des déconstructionnistes qui disent non, l'anatomie n'existe pas, elle n'est pas un destin, nous n'avons pas un corps d'homme, un corps d'enfant, de femme. J'ai lu d'ailleurs la semaine dernière un texte intéressant, c'est que l'intelligence artificielle est capable de distinguer les cerveaux d'hommes et les cerveaux de femmes désormais. Ça veut dire que d'un point de vue anatomopathologique, même anatomique, on dira plutôt, d'un point de vue anatomique, il y a donc des cerveaux d'hommes, des cerveaux de femmes. Les cerveaux de femmes étant bien plus puissants que ceux des hommes, évidemment. Ça reste à prouver. Donc, il y a un moment donné où tout ce que nous mangeons, tout ce que nous ingérons, éventuellement, là, je touche cette table, éventuellement, eh bien, effectivement, il y a des particules qui se détachent, je bois quelque chose, je mange quelque chose, il y a des particules qui se détachent, etc. Et j'avais lu un livre extrêmement intéressant, je reviendrai avec, je suis désolé, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais livre très intéressant qui nous montrait comment du petit déjeuner, la brosse à dents, le dentifrice, le verre d'eau, l'eau, etc., le savon, le maquillage, l'après-rasage, le truc qu'il y a sur la lame de rasoir que vous utilisez, etc. Tout ça rentre dans votre corps et perturbe, d'un point de vue hormonal, votre identité sexuelle. C'est pourquoi, assez vraisemblablement, il y a autant d'enfants perturbés dans les jeunes années et qui ne sont pas très sûrs de leur identité, qui plus est quand des gens jouent ce jeu-là en vous disant trouble dans le genre. Et je crois qu'on y reviendra au cours de nos émissions, parce que c'est un sujet qui est absolument passionnant. Et j'aimerais vous faire écouter... ça génère aussi, je pense, des maladies. Vous savez, toutes les épidémies de cancer, les épidémies de maladies d'Alzheimer, toutes ces maladies-là ont à voir avec les perturbateurs endocriniens. Ce serait bien, effectivement, qu'on y consacrera une émission. J'aimerais juste qu'on écoute l'actrice Judith Godrèche, parce qu'elle a secoué le cinéma français depuis plusieurs jours en révélant les agressions et violences qu'elle a subies lorsqu'elle avait 14 ans par le réalisateur Benoît Jacquot, qui avait 25 ans de plus qu'elle. On va écouter ce qu'elle a dit au Sénat cette semaine, et puis on va voir comment vous voyez la lumière qu'elle porte et sur le cinéma et sur l'intelligentsia française. Combien de petites filles, de petits garçons, combien de petits pieds dans la porte seront nécessaires avant que cette société réagisse pour toujours, afin que nous puissions jouer les rôles de notre vie sans nous faire voler notre enfance, abuser, frapper. Sans que nous soyons réduites à un pâle souvenir, l'image douloureuse d'une jeune femme en robe noire pailletée, qui ressort aujourd'hui dans la presse, sur Internet. Elle est assise sur un canapé, un verre à la main.
Godrèche, qui dénonce les abus qu'elle a subis lorsqu'elle avait 14 ans contre Benoît Jacot. C'est aussi une époque, Michel Onfray, celle de ces hommes, de cette génération de 68 arts qui s'est cru tout permis, notamment sur le corps des femmes et des enfants. Oui, il me vient à l'esprit une formule qui est un peu violente. Je parle d'un Nuremberg de cette période. On pourrait parler du tribunal Russell si on préfère. Mais je veux dire que toutes les sottises qui ont été dites en matière de sexualité à cette époque-là mériteraient d'être analysées. On vient de voir ce qui se passe avec Gérard Miller et la psychanalyse, là, et les Freudiens. Moi, quand j'ai publié mon Freud, on m'a traité de nazi, d'antisémite. C'est tous ces gens-là qu'on retrouve maintenant. C'est drôle. Donc on pourrait faire une espèce de droit d'inventaire en disant, mais où sont les parents de la pauvre Judith Godrèche? Où sont ses parents qui étaient psy, les deux? Où sont les parents de ces jeunes filles, de cette jeune fille qui a été abusée par Gabriel Matzneff? Où sont les parents de ceux qui ont été abusés par un Duhamel, etc. Enfin, tous ces gens qui ont toute cette sexualité avec des enfants qui ont été activés par des gens de gauche qui se réclamaient évidemment de l'égalitarisme. Tous les Tony Duvert qui défendaient cette théorie-là dans les années 70, aux éditions de Minuit, l'œuvre complète, toutes ces théories-là nous disaient égalité totale. Égalité totale, un homme, un enfant, c'est pareil, un homme, une femme, c'est pareil, un noir, un blanc, c'est pareil, etc. Donc nous, on a une sexualité, les enfants aussi. C'est Freud qui dit ça. C'est toute la théorie freudienne qui nous dit les enfants ont des désirs, les enfants sont dans la séduction, nous consentons pour des raisons d'égalité à cette sexualité qu'ils nous demandent. C'est toute la théorie de Matzneff. Lisez les moins de 16 ans, lisez Tony Duvert. Plus cette espèce de criminalisation de la société. On disait, mais la société n'a rien compris. C'est une société bourgeoise, patriarcale, matriarcale, etc. Et donc c'est nous qui sommes des résistants. Le début, il y a un livre terrible qui s'appelle La beauté du métis de Guy Hockenheim qui nous dit, en gros, nous, les homosexuels, et puis il défendait aussi la cause pédophile, nous sommes les résistants d'aujourd'hui. Les autres sont des collaborateurs. Déjà, cette idée qu'on était un nazi quand on disait ne touchez pas aux enfants et qu'on était un libérateur du genre humain quand on avait une sexualité avec des enfants. Je rappelle que Tony Duvert disait que la sexualité avec les enfants devait commencer à l'âge de 6 ans. Ce qui est absolument monstrueux. Oui, mais donc Judith Godrèche, elle a été plusieurs fois la victime de plusieurs personnes, dont ses parents. Dont l'idéologie de ses parents psy, freudiens, etc., y compris Miller aujourd'hui, qui nous fait le coup, effectivement, de « je n'ai jamais fait qu'hypnotiser », etc. Miller, accusé par de nombreuses femmes de viols. Absolument, une soixantaine de témoignages, plus plusieurs viols, etc. Qu'on dise aujourd'hui, bah oui, on s'est fait abuser par cette théorie de l'enfant sexualisé. Non, les enfants ne sont pas des proies sexuelles. Pour les adultes, ça n'est jamais défendable. Et non, tout le monde ne pensait pas comme ça. Oui, peut-être à Saint-Germain-des-Prés, beaucoup pensaient comme ça. Mais dans les campagnes, personne n'acceptait ce genre de choses. Tous les gens sensés n'ont jamais accepté ce genre de choses. Un adulte avec des relations sexuelles avec des enfants, on n'en a jamais appelé à Sparte, à Athènes ou au modèle grec pour dire que c'était tout à fait défendable, qu'il y avait les rastes et les romaines, c'est-à-dire l'actif et le passif, et qu'il y avait l'adulte qui savait, celui qui ne savait pas, et que tout ça était tout à fait défendable. Je vous rappelle que ça a fonctionné pendant très longtemps et qu'il serait peut-être temps qu'on fasse effectivement un procès de cette idéologie. Mais est-ce que notre époque est plus claire sur le sujet ? Vous trouvez qu'en 2024, on est plus au clair là-dessus ? Oui, je pense qu'effectivement, les gens ont compris qu'on ne touche pas à des enfants. Je pense qu'ils ont heureusement compris ça. Et qu'il n'y a pas aujourd'hui de discours de défense du pédophile. J'ai travaillé un peu cette question pour un livre en cours. Et je vous assure que la défense des pédophiles, c'est terrible de voir ce qu'étaient les défenses à cette époque-là. Plus personne n'ose ça aujourd'hui. Plus personne, il n'y en a pas un, heureusement. Alors, sauf les vrais pédophiles actifs qui, eux, sont sur le darknet et continuent à exister, qui continuent à visionner des vidéos dont la France est l'un des pays les plus consommateurs de ce genre de vidéos pédocriminelles. Il n'y a pas que la pédophilie, il y a aussi des crimes d'enfants, il y a aussi des crimes qui sont commandités sur le net. C'est-à-dire que vous payez des gens, et parfois ce sont des mères de famille qui infligent la violence à leurs propres enfants pour des trucs en direct, et vous payez ça 15 €, 20 €. Ça existe encore aujourd'hui parce qu'en France, ça s'est relativement calmé, mais je veux dire que de manière industrielle, planétaire et via le net, ça continue. Bon, mais il y a quand même des raisons d'espérer, Michel Onfray. On termine cette émission peut-être sur une note un peu plus optimiste dans les relations oui, parce que amoureuses. je pense que ce que dit Judith Godrèche, c'est aussi le mouvement de balancier. Elle fait bien, et ils font toujours bien ceux qui poussent peut-être le bouchon parfois un peu loin, ce qui n'est pas son cas. Je pense qu'il y a sa souffrance, il y a sa douleur, et qu'elle fait bien ce qu'elle fait. Mais qu'il y a un moment donné où on conscientise. On dit, regardez ce que vous avez été, ce que vous avez fait. Ce serait peut-être bien qu'on avance et qu'on progresse, etc. Mais qu'on voit aussi du côté des parents. Tous ces parents qui ont envoyé leurs enfants dans les bras des adultes sans rien faire, sans rien dire, en trouvant que tout ça était défendable, je trouve que ces parents sont criminels. Et rappelons que ces parents criminels sont des gens qui légitimaient tout ça avec des grandes bibliothèques de psychanalyse.
Merci beaucoup Michel Onfray pour cette Moi. première émission face à Michel Onfray. On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine sur CNews. L'info continue dans un instant.